Épisode La rouge cognitive, quand l'IA rassure le public sur l'avenir du travail, puis vend aux investisseurs une machine qui en retire une partie. Certaines contradictions ne font pas de bruit. Elles vivent dans des salles séparées, avec des micros différents, des avocats différents et surtout des publics qui ne comparent jamais leurs notes. À Sydney, Sam Altman parle devant des banquiers, des investisseurs et des journalistes. Depuis des mois, l'IA avance avec son cortège de formules sombres sur les emplois de bureau. Analystes, développeurs, juristes, consultants, toute une classe de métiers a appris à se demander si son prochain concurrent aurait encore un visage humain. Ce jour-là, pourtant, le ton change. Altman dit qu'il s'est peut-être trompé. L'apocalypse du travail, celle que certains annonçaient pour les cols blancs, n'arrivera sans doute pas de cette manière. Une phrase se détache et voyage aussitôt. I'm delighted to be wrong. Je suis ravi d'avoir eu tort. La scène a quelque chose d'un freinage contrôlé. On ne retire pas la promesse technologique. On retire l'image de la vague qui emporte tout. L'IA transformera les métiers, mais elle ne les effacera pas d'un seul passage. Pour le public, pour les régulateurs, pour les futurs actionnaires, c'est une parole de stabilisation. Une digue posée devant l'imaginaire du raz-de-marée. Le lendemain, à San Francisco, une autre porte s'ouvre. La société s'appelle Cognition. Ce n'est pas un laboratoire généraliste comme OpenAI, ni un simple outil qui complète les phrases d'un développeur. Cognition vend Devin, un agent logiciel présenté comme un ingénieur autonome. On lui donne une tâche, il lit le code existant, cherche une solution, écrit, teste, corrige, puis rend un résultat que des humains peuvent vérifier. En clair, l'entreprise ne vend pas seulement une aide à la programmation. Elle vend l'idée qu'une partie du métier de développeur peut être déplacée dans une machine. C'est cette promesse qui attire le capital. Cognition boucle une levée d'$1 milliard. La société est valorisée 26 milliards. Les investisseurs n'achètent pas simplement un logiciel de productivité. Ils achètent l'idée qu'une fraction décisive du travail d'ingénieur peut être absorbée, organisée, puis revendue comme marge. La formule qui frappe est brutale par sa précision apparente. Devin écrirait désormais 89% du code de Cognition elle-même. Quelques mois plus tôt, le chiffre était 13. Entre les deux, l'histoire change de nature. Ce n'est plus un assistant qui accélère l'équipe. C'est une usine intérieure qui commence à produire une partie du travail que l'entreprise aurait autrefois acheté sous forme de salaire. À Sydney, l'IA se présente comme une force à encadrer. À San Francisco, elle devient un moteur de valorisation parce qu'elle promet de réduire la quantité de travail humain nécessaire. La contradiction n'a pas besoin d'être cachée. Elle se protège toute seule parce qu'elle ne circule pas dans la même pièce. Ce n'est pas une histoire de mensonge, c'est plus froid que cela. Un même secteur peut parler comme un assureur lorsqu'il s'adresse au public, puis comme un démolisseur lorsqu'il s'adresse au capital privé. Le premier vend la continuité, le second paie pour la rupture. La question de cet épisode n'est donc pas de choisir entre deux déclarations. Elle est de comprendre pourquoi ces deux versions peuvent être vraies assez longtemps pour lever de l'argent, rassurer les marchés, calmer les régulateurs et laisser les travailleurs dans l'incertitude. Si la version vendue aux investisseurs finit par se vérifier dans l'économie réelle, qui absorbera le choc entre la parole publique et le pari privé? Il existe une frontière invisible entre ce qu'on promet au public et ce qu'on raconte aux professionnels du risque. Aux États-Unis, une phrase ne pèse pas le même poids selon l'endroit où elle atterrit. Devant le marché public, surtout lorsqu'une introduction en bourse approche, les mots deviennent des objets juridiques. Ils peuvent entrer dans un prospectus, séduire des particuliers, soutenir une valorisation, puis revenir des années plus tard devant un juge. Le droit américain des valeurs mobilières est né d'un traumatisme ancien, le crash de 1929. Après l'effondrement, l'idée centrale était simple. Le public doit savoir ce qu'il achète. La bourse ne peut pas fonctionner comme un théâtre où les coulisses restent interdites au spectateur qui paie son billet. Cette logique ne tue pas l'enthousiasme, mais elle impose une discipline. Dire qu'un agent logiciel remplace déjà une part majeure des ingénieurs n'a pas la même portée lorsqu'une entreprise se prépare à rencontrer Wall Street. La phrase cesse d'être une intuition de fondateur. Elle devient une promesse dont les actionnaires pourront demander les preuves. Le capital privé vit sous un autre régime. Les investisseurs professionnels sont censés savoir ouvrir le capot. Ils négocient l'accès aux données, interrogent les fondateurs, exigent des protections, acceptent l'opacité résiduelle comme le prix d'un rendement possible. Une phrase trop inflammable pour une conférence publique peut devenir, dans une salle de due diligence, une thèse d'investissement. C'est là que la semaine Sydney-San Francisco devient révélatrice. Elle ne montre pas seulement deux opinions sur l'IA, elle montre deux systèmes de parole. Dans l'un, le langage sert à réduire le risque social. Dans l'autre, il sert à rendre la rupture assez crédible pour justifier un prix
exceptionnel. On pourrait comparer cela à une ville portuaire. Côté façade, les quais sont propres, les passagers embarquent, les autorités vérifient les papiers. Sous la ligne de flottaison, les vraies masses se déplacent. Cargaison, moteur, contrat, poids financier. Le navire paraît stable depuis la promenade. Dans la cale, on réorganise déjà sa charge. Le citoyen entend que la transition sera maîtrisable. Le fond entend que la substitution commence maintenant. Tant que ces deux publics ne se rencontrent pas, la tension reste supportable. Le chiffre de cognition fonctionne comme une étincelle. Il est clair, mais il peut aussi aveugler. 89%. À l'oral, le nombre sonne comme un fait. Dans une levée d'1 milliard de dollars, il joue un rôle plus subtil. Il raconte que Cognition ne grandira peut-être pas comme une société de services classique. L'entreprise pourrait produire davantage sans embaucher dans les mêmes proportions. Elle convertirait du raisonnement humain en capacité logicielle. Cette promesse est puissante parce qu'elle inverse une vieille contrainte. Dans beaucoup d'activités intellectuelles, la croissance passe par des gens. Plus de dossiers, plus d'ingénieurs, plus de clients, plus d'analystes, plus de contrats, plus d'équipes. Devine propose une autre image. Une partie du travail n'arrive plus par la porte des ressources humaines. Elle sort d'un système interne, supervisé par moins de personnes, facturé comme un produit. Le problème tient dans ce que le chiffre ne dit pas. Mesure-t-il des lignes de code, des changements acceptés, des prototypes, des corrections internes, des composants critiques ? Sans définition publique, 89% agit moins comme une preuve que comme un phare. Il attire le capital vers une direction, mais il ne cartographie pas encore le terrain. Pour comprendre l'ambition, il faut quitter un instant les écrans et revenir à Dearborn, dans le Michigan. En 1927, Henry Ford achève la River Rouge. Ce n'est pas une usine au sens ordinaire, c'est un monde industriel fermé sur lui-même. Les matières premières entrent d'un côté, les voitures sortent de l'autre. Ford veut contrôler l'acier, le verre, le caoutchouc, le transport, les chaînes, les gestes. Dépendre de fournisseurs lui paraît une faiblesse. Il préfère les absorber. La River Rouge est une idée autant qu'un bâtiment. Elle dit que la marge se cache dans les intermédiaires, que l'incertitude vient de l'extérieur, que la puissance consiste à faire entrer le monde dans son propre ventre. À l'époque, cette intégration verticale ressemble à une forteresse de modernité. Cognition propose une River Rouge cognitive. Le minerai n'est plus le fer, le charbon n'alimente plus les hauts fourneaux. La matière première devient le raisonnement d'ingénieur. Comprendre une demande, explorer un dépôt de code, écrire une solution, lancer des tests, corriger, recommencer. Ce que Ford voulait faire avec la matière physique, Cognition prétend le faire avec une partie du travail intellectuel. L'intégrer, le mécaniser, le superviser, puis vendre à d'autres entreprises l'écart entre l'ancien coût humain et le nouveau coût machine. L'analogie est éclairante justement parce qu'elle n'est pas une prophétie. Ford a bâti un monument, il a aussi fabriqué une rigidité. Quand General Motors a imposé une organisation plus souple, plus ouverte aux fournisseurs et aux variations du marché, la forteresse a perdu une partie de son évidence. La machine parfaite pour un monde stable devient parfois trop lourde lorsque le monde change de forme. Voilà le piège de toute verticalisation. Le contrôle donne de la puissance, il peut aussi enfermer. Si Devine devient le cœur opérationnel d'une entreprise, celle-ci gagne peut-être un avantage décisif. Elle peut aussi devenir prisonnière de l'architecture qui l'a rendue spectaculaire. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si l'agent écrit beaucoup de code, elle est de savoir si cette nouvelle usine intérieure rend Cognition plus adaptable que ses concurrentes, ou si elle construit une citadelle brillante autour d'un modèle qui vieillira vite. Les grands chiffres rassurent souvent parce qu'ils regardent le monde de loin. À l'échelle macroéconomique, le paysage paraît encore calme. Les travaux du Yale Budget Lab et de Brookings, repris au printemps 2026, ne montrent pas de cratérisation générale de l'emploi depuis l'arrivée de ChatGPT, pas de trou visible dans la structure globale des métiers, pas d'effondrement national qui trancherait le débat d'un seul coup. Altman peut s'appuyer sur cette réalité à Sydney, il ne l'invente pas. Mais l'histoire économique avance rarement comme un rideau qui tombe d'un coup sur toute la scène. Elle commence souvent par des coins qui se déchirent. Les jeunes développeurs voient certaines portes se refermer. Les licenciements tech continuent de marquer le secteur. À l'inverse, des métiers physiques qualifiés regagnent en prestige parce qu'ils résistent mieux à l'automatisation logicielle. Le paradoxe tient là. Lu du ciel, la ville semble intacte. Dans quelques rues, les commerces ont déjà changé d'enseigne. Ce décalage rappelle d'autres transitions. L'électricité n'a pas transformé les usines le jour où les ampoules se sont allumées. Pendant des années, les machines ont gardé l'organisation de l'âge de la vapeur. Le vrai gain est venu plus tard, quand les ateliers ont été repensés autour du moteur électrique. Les statistiques pouvaient rester sages pendant que
que l'architecture du travail se préparait à basculer. L'IA pourrait suivre une logique semblable. Au début, elle s'ajoute aux processus existants. Puis certains acteurs découvrent qu'ils peuvent réorganiser l'entreprise autour d'elle. La rupture ne se voit pas nécessairement dans les moyennes nationales. Elle apparaît dans les postes juniors supprimés, les équipes qui ne grossissent plus, les tâches d'entrée qui disparaissent avant même d'avoir été nommées comme victimes. C'est pourquoi le récit public et le récit privé ne décrivent pas deux mondes séparés. Ils regardent le même bâtiment depuis deux distances. De loin, la façade tient. De près, des poutres ont déjà été remplacées par un matériau dont personne ne connaît encore la résistance. Pour un dirigeant, un salarié, un étudiant ou un investisseur, la question utile devient moins spectaculaire que les slogans. Chaque phrase doit être reliée à son public. Une déclaration devant des caméras protège la confiance. Une métrique présentée à des fonds vend l'avantage. Une note économique cherche un point d'équilibre. Un document pré-IPO transforme les promesses en risques encadrés par des avocats. Dans les prochains mois, le langage public devrait gagner du terrain. Le format réglementaire l'imposera. Les entreprises proches d'une cotation devront dire comment elles utilisent l'IA, ce qu'elle leur coûte, ce qu'elle remplace réellement, ce qu'elle fragilise peut-être. Les slogans ne disparaîtront pas. Ils devront seulement cohabiter avec des définitions. La phrase « Devin écrit notre code » changera alors de température. Tant qu'elle circule dans un pitch privé, elle chauffe l'imagination. Dans un document lu par la SEC, les banques, les fonds indiciels et les avocats d'actionnaires, elle devient une surface à tester. Le marché ne demandera plus seulement si l'histoire est séduisante. Il demandera où elle tient sous pression. La suite se jouera dans les preuves et dans les silences autour des preuves. Les documents publics diront beaucoup lorsqu'ils arriveront. Non parce qu'ils révéleront tout, mais parce qu'ils obligeront les laboratoires d'IA à transformer certaines promesses en catégories mesurables. Les risques devront être nommés, les dépendances devront apparaître. L'usage interne de l'automatisation ne pourra plus rester uniquement une image de scène. Cognition devra aussi être observée comme on observe une usine après l'inauguration, quand les discours sont terminés et que les cadences commencent. Combien d'ingénieurs humains restent nécessaires pour maintenir une entreprise qui affirme automatiser l'essentiel de son code ? Les équipes vont-elles rester étonnamment petites malgré la croissance, ou faudra-t-il recruter massivement pour corriger, vérifier, sécuriser, intégrer ? Les clients de Devin compteront davantage que les annonces. Si de grandes organisations paient durablement pour déléguer une partie réelle de leur développement logiciel, le milliard levé ressemblera à un signal précoce. Si l'usage reste étroit, fragile, lourdement supervisé, le fameux 89% prendra une autre couleur. Il apparaîtra comme une phrase de marché, pas comme une nouvelle catégorie économique. Même dans ce cas, la question ne disparaîtrait pas. L'industrie a déjà appris quelque chose d'important. Un récit rassurant pour le public et un récit radical pour les investisseurs peuvent coexister. Cette dualité est devenue une compétence stratégique. Elle permet de lever des capitaux sur la rupture tout en limitant l'alarme sociale provoquée par cette même rupture. Sydney et San Francisco méritent donc d'être racontées ensemble. Séparées, les deux scènes paraissent presque banales. Réunies, elles dessinent une mécanique. Le public entend que l'IA ne détruira pas le travail aussi vite qu'on l'imaginait. Le capital privé finance des entreprises dont l'ambition consiste précisément à diminuer la quantité de travail humain nécessaire. Aucune de ces phrases n'a besoin d'être fausse pour que le problème existe. Si l'automatisation avance lentement, le discours public aura gagné du temps. Si elle avance vite, le discours privé aura capté une partie de la valeur avant que la société ne mesure la facture. Entre ces deux vitesses, il y aura des salariés, des diplômés, des écoles, des entreprises, des actionnaires, des villes entières peut-être, découvrant trop tard dans quelle salle se racontait l'histoire la plus proche du réel. La rouge cognitive, ce n'est pas seulement cognition, Devin ou une valorisation à 26 milliards. C'est le moment où le travail intellectuel commence à être traité comme une matière première industrielle. Quelque chose qu'on extrait d'une organisation, qu'on encode dans un système, qu'on mécanise, qu'on revend sous forme d'efficacité. Ford voulait faire entrer le monde physique dans son usine. L'IA tente maintenant de faire entrer une partie du raisonnement humain dans ses agents. Reste à savoir si cette nouvelle rouge deviendra une forteresse durable ou si quelqu'un construira bientôt l'équivalent de General Motors. Moins monumental, plus souple et peut-être mieux adapté au monde qui vient. Vous écoutiez La Rouge Cognitive. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cet épisode vous a marqué, partagez-le avec quelqu'un qui entend encore un seul récit sur l'intelligence artificielle.